Les Libériens ont voté mardi pour élire leur nouveau président. C'est le second tour de la présidentielle. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur. En Tunisie, les filles réclament la fin de la discrimination en défiant les consignes de leur lycée. En signe de protestation, elles sont arrivées vêtues d'un t-shirt blanc en lieu et place de blouse bleu marine. Attaque meurtrière dans le nord du Nigeria. 10 habitants de villages à majorité chrétienne ont été tués au cours de 2 attaques dans l'état de Kaduna, une région en proie au conflit foncier intercommunautaire. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les Libériens ont voté mardi pour élire leur nouveau président. C'était lors d'un second tour qui a opposé la légende du football George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai, arrivé en tête du premier tour du 10 octobre dernier. Après donc des semaines d'imbroglio juridique marquées par des accusations de fraude, le scrutin s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur. Reportage. Les bureaux de vote qui ont officiellement ouvert leurs portes mardi à 8h GMT sont restés accessibles jusqu'à 18h. Selon des observateurs de l'Union européenne rencontrés sur le terrain, le scrutin s'est déroulé dans le respect du processus électoral et de manière mieux organisée qu'au premier tour, mais la participation semble en baisse. George Weah, qui bénéficie du ralliement du sénateur et ancien chef de milice Prince Johnson et du parti de Charles Blumskin, arrivé 3e lors du premier tour, part favori de ce second tour. La légende du football semblait très confiante après avoir déposé son bulletin dans l'urne à Monrovia. Je ne suis pas associé à la défaite. La victoire d'aujourd'hui est certaine et je vais gagner. Boakai ne peut pas gagner contre George Weah. Ellen Johnson Sirleaf était un cas exceptionnel et ce qui s'est passé ne peut plus se reproduire. De son côté, le vice-président sortant Joseph Boakai, qui a fait campagne lors du second tour en critiquant notamment le manque d'expérience politique de George Weah, se dit également certain de l'emporter. Nous allons gagner. Parce que le peuple croit en nous et sait que nous sommes les meilleurs. Ceci est le système et nous travaillons avec et nous accepterons les résultats. Nous accepterons le résultat sous réserve qu'il rencontre toutes les normes parce qu'après cela, des décisions seront prises. Mais nous sommes prêts à travailler, quel que soit le résultat. Quelques 2,1 millions d'électeurs étaient convoqués aux urnes pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Les premiers résultats sont attendus dans les prochains jours. Attaque meurtrière dans le nord du Nigeria. 10 villageois ont été tués, à majorité chrétienne, ont été tués au cours de 2 attaques dans l'état de Kaduna, une région en proie au conflit foncier intercommunautaire. Le drame est survenu dimanche à Kaduna, au nord du Nigeria. Alors que la population célébrait la veille de Noël, 6 personnes, dont un enfant, ont été tuées par des hommes armés. Cette scène s'est produite précisément dans le village de Ongwan, Mailafia. Mais ce n'était pas la première, car vendredi soir déjà, une autre attaque a eu lieu dans le village proche de Lindem, au cours de laquelle des hommes ont ouvert le feu contre une congrégation de personnes préparant Noël. 4 d'entre elles ont été tuées et une dizaine autres blessées. Depuis, des troupes ont été déployées pour empêcher d'autres attaques, à en croire un porte-parole du gouverneur de l'État de Kaduna. Soulignons au passage que le sud de l'État de Kaduna connaît depuis une trentaine d'années des affrontements meurtriers entre communautés d'agriculteurs chrétiens et d'éleveurs musulmans, Haoussa et Peul. Les accrochages sont essentiellement dus à des conflits pour les terres et les pâturages. Au Soudan du Sud, l'accord obtenu jeudi dernier à l'issue de 4 jours de négociations placés sous l'égide de l'organisation régionale IGAD est entré en vigueur ce dimanche, mais il n'a tenu que quelques heures. Plus de précisions à travers cet élément. À peine entré en vigueur, le nouveau cessez-le-feu au Soudan du Sud est un échec.
Ajouté à la situation humanitaire, cet état de choses oblige la communauté internationale à chercher rapidement d'autres solutions pour ce pays, déchiré par la guerre civile depuis fin 2013. Réclamé depuis de longs mois par la communauté internationale, ce nouvel accord est le premier conclu depuis les intenses combats qui ont secoué la capitale Djouba en juillet 2016. Les belligérants devaient cesser immédiatement leurs hostilités et garantir la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Cet échec annoncé en amont par certains responsables politiques au Soudan du Sud pousse ces responsables à appeler à mettre Djouba sous tutelle de l'ONU et de l'Union africaine. Plusieurs analystes trouvent cependant qu'il n'y a pas de vraie volonté gouvernementale de faire la paix. Selon ces experts, cela risque de conduire le pays vers d'autres affrontements entre tribus ou ethnies opposées. En Tunisie, elles réclament la fin de la discrimination en défiant les consignes de leur lycée. En effet, le port de l'uniforme dans le lycée n'est imposé qu'aux filles. En signe de protestation, elles sont arrivées vêtues d'un t-shirt blanc en lieu et place de la blouse bleu marine réglementaire. Reportage. Siwar a 18 ans et étudie au lycée pilote de Bizerte en Tunisie. Elle et ses camarades ont décidé de ne plus porter la blouse, pourtant réglementaire. Cet uniforme bleu, arrivant au bas du dos, est obligatoire pour les filles et les filles seulement. Elle demande donc un traitement égal. Notre problème, ce n'est pas le tablier en lui-même. Ce n'est pas ça le véritable problème. Ce que nous critiquons, ce sont les raisons pour lesquelles le tablier est porté par les filles uniquement. Si le tablier était imposé à tout le monde, il n'y aurait pas de critique. D'après les autorités, la blouse a pour but de gommer les inégalités sociales entre les élèves. Et refuser de la porter peut entraîner une expulsion. Mais de nombreuses jeunes filles la voient comme une hypocrisie, d'autant que la Constitution de 2014 stipule l'égalité homme-femme. Comme Siwar, elle se mobilise. Une campagne intitulée « Je ne la porterai pas en arabe » a vu le jour. C'est terrible le message que véhicule ça. Pour moi, c'est vraiment un message qui dit que le corps des femmes est à disposition des hommes. Et que donc il faut que leurs petits camarades soient tranquilles, qu'ils ne soient pas perturbés par le corps de ces jeunes filles. La Tunisie est considérée comme pionnière dans la région pour le droit des femmes. Et le discours officiel met en avant l'égalité des sexes. Mais la société reste parfois conservatrice et les autorités veulent inclure toutes les parties dans la transition actuelle. Il y a du mouvement, la société tunisienne est en train de changer, la mentalité des élèves est en train de changer aussi. Nous devons l'accepter et essayer de l'encadrer. Mais cet encadrement ne doit pas être assuré par nous uniquement en tant que délégation ministère de l'Éducation. Il faut impliquer toutes les parties prenantes dans ce débat pour que les issues soient collectives et que les solutions puissent satisfaire tout le monde. La Tunisie a vécu une révolution en 2011 qui a mis fin à 23 ans de dictature. Mais pour Siwar et ses camarades, leur propre révolution ne fait que commencer. En Afrique du Sud, plus précisément dans les campagnes, les agriculteurs blancs sont visés par une vague de meurtres. Si les motivations derrière ces attaques font l'objet de controverses, elles sont tout de même le reflet des inégalités qui persistent depuis la fin du régime d'apartheid. Reportage. Hans Bergman a retrouvé le sens de l'humour. Il y a quelques mois pourtant, ce fermier sud-africain a été attaqué dans sa ferme. Les hommes armés l'ont ligoté et lui ont tiré une balle dans le pied pour dévaliser son coffre-fort. Nous étions en train de prendre le petit déjeuner lorsqu'ils sont arrivés avec un fusil, 2 pistolets et un bâton. Ils ont dit « Aujourd'hui, on va te tuer ». Quelques heures après le tournage de cette interview, la ferme a de nouveau été attaquée. Plusieurs employés se sont fait braquer, mais la police est arrivée à temps. Les attaques de ferme sont devenues un fléau en Afrique du Sud. Pour protéger les agriculteurs, Marius Jacobs a fondé une patrouille privée qui collabore étroitement avec la police. Ils sont souvent les premiers à arriver sur place. C'est une initiative de la communauté. On ne reçoit pas d'argent, ça vient seulement du cœur. Un merci et la satisfaction d'aider quelqu'un nous suffit largement. En 2017, l'organisation de défense de la minorité blanche AfriForum a recensé environ 80 meurtres de fermiers dans le pays. Un chiffre relativement minime comparé aux 50 homicides recensés chaque jour à l'échelle nationale. Mais l'ONG affirme que les attaques de ferme déciment peu à peu les cultivateurs et éleveurs.
En Afrique du Sud, un agriculteur a beaucoup plus de chances de se faire tuer que s'il vivait à Caracas au Venezuela, qui est l'une des villes les plus dangereuses au monde. Simple criminalité, tension politique ou encore colère contre la mainmise des fermiers blancs sur le foncier, les motifs supposés de ces crimes font polémique. Depuis la fin de l'apartheid, la question de la terre cristallise les tensions raciales. Les descendants des colons détiennent 73% des terres agricoles, alors que plus de la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Un syndicat de fermiers noirs affirme cependant que ces violences touchent également tous les agriculteurs, quelle que soit la couleur de leur peau. Ces meurtres m'inquiètent en tant que Sud-Africaine. Que ce soit un noir ou un blanc, c'est un gros problème pour tout le monde. Chaque vie compte. Malgré les menaces, Hans, comme beaucoup d'autres agriculteurs, ne compte pas déménager. Ces fermes représentent le travail d'une vie et il ne saurait pas où aller. Après l'incendie du week-end dernier dans un centre commercial à Davao, au sud-est des Philippines, les corps des victimes ont été transportés vers la morgue après avoir été identifiés par les proches. En tout, 37 corps ont été retrouvés dans le centre commercial ravagé par un incendie samedi à Davao, au sud des Philippines. Le chef régional des services de pompiers a déclaré aux proches des disparus avoir personnellement compté environ 36 corps dans l'immeuble du NCCC Mall. Mais un autre corps non identifié avait été découvert dimanche, portant donc à 37 le nombre de corps retrouvés dans les décombres calcinés. Le responsable des pompiers a présenté ses excuses aux familles éplorées pour n'avoir pas pu sauver les leurs. L'incendie a pris au piège samedi le personnel d'un centre d'appel d'une firme américaine d'études de marché. Une enquête criminelle a été ouverte lundi par les autorités alors que des issues de secours auraient été bloquées ou n'auraient pas été installées. Un responsable des pompiers de Davao a décrit le centre commercial comme un espace clos démuni de systèmes de ventilation. Un secrétaire à la justice a estimé que sanctionner les responsables du dit centre commercial peut servir d'exemple aux autres pour que, par bonheur, il n'y ait pas la répétition d'une telle tragédie. Les sinistres meurtriers ne sont pas rares aux Philippines, notamment dans les zones de bidonville où aucune réglementation anti-incendie n'est appliquée. Voilà, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA et ses différents sites. Bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.